Non je peux peut-être introduire la soirée. Bonsoir à tous et toutes. Donc c'est aussi pour les gens qui regarderont la vidéo après sur le web. Donc c'est une soirée qui est organisée par le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste dans un local qui s'appelle La Commune à Rennes. Qui fait des permanences le mercredi et samedi de 14 à 18h. Et donc on a souhaité inviter Anne-Laure en particulier ce soir pour nous parler de l'opération Wabunchu et puis de la situation sociale et politique dans l'archipel des Comores et à Mayotte plus précisément. Des menées de l'État français contre les populations autochtones et donc par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, écoute Anne-Laure, je te laisse la parole. Merci. Donc merci déjà pour l'invitation et pour l'écoute et le temps que vous donnez à une discussion qui concerne Mayotte et la situation qui fait parler en ce moment l'opération Wabunchu. Moi je ne vais pas du tout faire un exposé et me présenter comme quelqu'un qui sait, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai quand même eu j'ai eu l'occasion 4 fois de passer du temps sur l'île et récemment d'ailleurs cette année et on dit que quand on passe longtemps, en fait, si on passe 2 semaines de vacances quelque part, on peut en parler 2 heures. Si on passe 2 mois, on en parle 2 minutes. Et puis, si on y passe 2 ans, on en parle 2 secondes, en fait. On n'en parle pas parce qu'en fait, c'est compliqué de juste pitcher et de résumer la complexité de ce que j'ai pu entreapercevoir là-bas, doublé de ma position de personne assez privilégiée, dans le sens où, j'ai vécu des choses très intéressantes professionnellement, humainement, et moi en fait Mayotte m'a beaucoup apporté quoi. Et quand je reviens ici, c'est sûr que c'est difficile pour moi d'en rendre compte dans un temps assez court, donc je vous remercie vraiment pour cet intérêt et pour cette occasion que vous me donnez de partager cette expérience-là. Voilà, ça c'est déjà très important. Et voilà, je précise vraiment que c'est plutôt un retour d'expérience et une introduction à une discussion en préparation éventuellement d'un temps donné de réflexion où il y aurait des invités, des personnes qui viennent de l'archipel ou de Mayotte même. Enfin voilà, de réfléchir à vraiment quelque chose de plus approfondi et de plus collectif sur le sujet quoi. Parce que je veux absolument pas me porter comme... En fait, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que Mayotte souffre des discours, souffre des solutions, souffre voilà, on a envie de donner des réponses, on a envie d'interpréter. Et en fait, rien que de faire ça, c'est déjà jouir d'une forme de privilège, encore une fois, de dire, voilà, moi je viens et voilà ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et en fait, c'est très loin de nous, et culturellement, et à plein d'endroits, et géographiquement. Et en plus, et c'est là où je trouve que c'est intéressant de prendre ce temps-là, c'est que c'est très loin de nous dans ce qu'on en reçoit ici si on n'a pas l'occasion d'y aller, de s'y rendre en fait sur place ou de connaître des gens qui y vivent. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant cette démarche-là, c'est de créer une forme de rapprochement entre vous et Mayotte à travers la petite expérience que j'en ai eue pour mettre plus de concret. Et déjà, en étant un peu plus informé, c'est déjà c'est déjà quelque chose de très très important de pouvoir situer les espaces. Donc voilà, je vais quand même un tout petit peu contextualiser. Et puis aussi, je précise qu'à tout moment, il n'y a pas de... Je pense que ma prise de parole, elle va durer une demi-heure, mais si vous avez quelque chose à dire, on le dit. Et puis qu'après, en effet, il y a vraiment une discussion... j'ai pas préparé de PowerPoint, tout ça, mais quand même, il y a des points qui sont nécessaires à se rappeler ensemble. Je sais pas où vous en êtes, et aussi, je pense que vous avez fait un peu de recherche peut-être depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, mais
il faut quand même d'abord situer Mayotte et après je vous parle de mon quotidien et on en vient on en viendra à l'opération Wambushu et à ce que j'en ai entreaperçu. Juste par rapport au contexte, il y a des choses que je pense que nous devons savoir en tant que personne et surtout que français. C'est que donc Mayotte est une île qui fait partie d'un archipel, donc l'archipel des Comores, composé de 4 îles, Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Ça a été en 1885, une démarche coloniale française a commencé à avoir lieu et l'archipel est devenu française, au temps de la colonisation. Je passe et je vais vraiment très très vite, hein. On pourra creuser un peu après, mais c'est très important de savoir qu'en 1974 il y a eu un référendum et qu'à l'issue de ce référendum, les habitants de Mayotte avaient voté pour que Mayotte reste française, mais les habitants des 3 autres îles avaient voté pour que Mayotte soit, pour que leur île soit indépendante. Normalement, quand un territoire est colonisé, en fait, normalement, vu que c'est un archipel, tous les votes auraient dû être comptabilisés et la majorité des votes, si on additionnait les votes des 4 îles, faisait que l'archipel devenait indépendante, Mayotte comprise. Bizarrement, et c'est là le cœur et le début en fait du problème, et depuis là tout s'enchaîne, c'est que la France a séparé Mayotte. Comme les habitants de Mayotte avaient voté pour l'indépendance française, il y a eu un coup de force. Il y avait à l'époque un mercenaire dans le territoire qui s'appelle Bob Denard et qui a été très très influent. Et donc en fait, Mayotte est restée française parce que les habitants de l'île avaient voté pour la présence française, pour être français. Les 3 autres îles, Mohéli, Anjouan et Grande Comore, sont devenues indépendantes, mais l'ONU ne l'a jamais reconnu et aujourd'hui encore l'ONU ne le reconnaît pas. Je peux vous lire tout de suite, du coup, parce que c'est quand même important. Je trouve que c'est une des informations les plus importantes, en fait. Donc ça, c'est un compte-rendu d'Assemblée Générale de l'ONU en 1994 qui dit, rappelant en particulier sa résolution du 12 novembre 1975, relative à l'admission des Comores à l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle elle a réaffirmé la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de Grande Comore, de Mayotte et de Mohéli. Rappelant en outre que, conformément aux accords signés en 1973 entre les Comores et la France, les résultats du référendum de 1974 devaient être considérés sur une base globale et non île par île, convaincu qu'une solution juste et durable de la question de Mayotte réside dans le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. Donc ça, c'est un compte-rendu d'une Assemblée Générale de l'ONU de 1994 qui fait qu'au fait, aujourd'hui, au regard de la politique internationale, Mayotte peut être considérée comme un territoire occupé. En 2014, j'avais trouvé un petit dessin un peu drôle là-dessus, quand la Russie envahit la Crimée, qu'il y a cette guerre, c'est un argument opposé à la France que finalement, vous les Français, vous aussi, vous occupez un territoire. Donc il y a cette légitimité internationale, moi j'ai découvert cette illégitimité au regard du droit international, parce que le droit international c'est quand même un endroit assez flou, hein. C'est quelque chose qui est toujours en recherche, donc même si c'est quand même assez fou de se dire que c'est pas reconnu par l'ONU, mais c'est quand même français en fait. En soi, c'est un petit peu comme le truc du chat, il est dans la boîte ou en dehors de la boîte, en fait, c'est tout, quoi. Mayotte est vraiment un département français, mais en même temps, c'est pas reconnu. C'est ça le début de l'histoire, et je trouve que c'est important vraiment qu'on ait ça en tête, et je trouve que s'il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est ça. Parce que c'est fou que moi-même, j'ai mis tant de temps à le savoir, et qu'encore aujourd'hui, je pense que vous, on en avait peut-être déjà parlé, mais voilà, cette question-là, elle est très très importante. Alors, quand on arrive sur l'île de Mayotte, on peut lire un panneau « Mayotte est française et le restera à jamais ». Et quand on arrive à Anjouan, aux Comores, c'est Mayotte est comorienne et le restera à jamais, quoi. Et aujourd'hui, ça c'est une info de contexte.
Ensuite, autre info de contexte très très importante. Donc je vous ai parlé très rapidement, Bob Denard, c'est un mercenaire qui a été un petit peu le roi des Comores dans les années 70. Et donc il a participé à renverser le pouvoir au moment de cette indépendance. Forcément, bah, on connaît bien l'histoire, on place un mec dictateur, quoi. Enfin bref. Et il y a eu un début de révolution marxiste aux Comores quand même qui a duré quelques mois. Et en fait, bah, ça n'a pas duré longtemps. Et il y a Bob Denard et les services secrets français étaient sans doute très au courant, qui a placé un autre dirigeant, dictateur qui est resté là 12 ans. Et depuis, les Comores, il y a une petite vidéo qu'on va peut-être regarder à la fin de ce petit résumé là, qui dure 2 minutes 30. Depuis, les Comores ont sombré dans une forme de... Bah, enfin, c'est un des pays les plus pauvres au monde en fait. Hein. Faut quand même savoir ça, quoi. Donc on a Mayotte qui est un département français à côté, à 70 km des Comores, qui se sont... Bah, malheureusement, pour les habitants, pas développés, quoi. Donc, il y a eu ce mercenaire. Il y a une émission sur France Culture, si vous avez le courage, ou des choses comme ça. C'est assez passionnant, mais c'est un gars qui n'a pas été inquiété, et qui a été aussi, tout à l'heure, j'ai vu un tract sur le... Bah, pas un tract sûr, mais un papier sur le génocide au Rwanda. Il est mêlé à ça aussi. Hein. Mais le gars, il est mort d'une mort naturelle, il est enterré. Je suis sûre, c'est marqué Bob Denard, un grand homme, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas rien de savoir ça. Ça influence aussi le vote des Maoris à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Comment on a profité de... En fait, il y avait l'élite dans l'archipel. En fait, l'élite venait de Grande Comore. Les Maoris, c'était un peu l'île des paysans. C'est l'île où il n'y avait rien. Et donc, il y avait sans doute déjà un clivage et un rapport d'infériorité. C'est des amis comoriens qui m'ont dit ça, des Maoris vis-à-vis des grands Comoriens. Et en fait, la France a sans doute aussi s'est greffée sur une tension enfin voilà, qui concernait les habitants de l'archipel, comme il y en a partout. Et mais on en reparlera juste après, parce qu'il y a un profond racisme en fait entre les Comoriens et les Maoris, mais qui date d'il y a très longtemps. Deux autres informations un tout petit peu comme ça, très factuelles, mais qui font leur effet. Il y a l'accord de 2019 entre Mayotte et les Comores. En gros, c'est 150 millions d'euros que la France s'est accordé à verser à Zali, qui est l'actuel dictateur aux Comores, pour que l'Union des Comores, hein, donc ces 3 îles, soit dans la coopération avec la France par rapport à l'immigration. Parce que dites-moi si je suis allée un peu trop vite, parce que du coup vous avez pigé, bah voilà, dictature, pays très très pauvre, à 70 km, une île où il y a des infrastructures. En effet, on en entend beaucoup parler actuellement. Il y a c'est un grand cimetière, il y a beaucoup de trajets qui se font sur des petits bateaux, beaucoup d'accidents, et il y a une tension migratoire très 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 forte. C'est tous les jours qu'il arrive tous les jours, on expulse au moins 80 personnes de Mayotte vers les Comores, mais il y en arrive plus tous les jours. Et en fait, avant, les gens circulaient, faisaient commerce ensemble, mais depuis 80, je ne sais pas combien, il y a le visa Balladur. En gros, je vais vous montrer la vidéo qui ira plus vite, mais petit à petit, en fait, depuis ce référendum, le statut de Mayotte a évolué vers un statut de département, quoi. Et donc, la circulation des habitants entre les 4 îles est devenue de plus en plus compliquée jusqu'à en arriver à cette opération Wambushu, qui est quand même voilà, une forme d'endroit où on n'a pas d'autre solution qu'envoyer la CRS 8 là-bas, alors qu'en fait ça n'en apportera pas. Parce que pour l'instant, les habitants des Comores, pour aller d'une île... pour aller de Mayotte aux autres îles, et inversement, ils ont besoin de quoi? Ils peuvent circuler comme ils veulent, ils ont besoin de papier de quelle sorte en fait, dans la théorie? Les Comoriens? Que ce soit les Comoriens qui ils doivent avoir un visa. Mayotte, ils doivent un visa. Un visa depuis Balladur, on l'appelle visa Balladur. Tu dois demander un visa quand tu es Comorien. Moi, tu vois, je peux y aller comme ça, toi tu peux y aller comme ça à Mayotte. On a le passeport français. D'ailleurs, maintenant, à l'aéroport, on fait même pas la file.
Enfin, tu vois, c'est la France, quoi. Tu vois, tu vas à Mayotte, tu dis, ouais, c'est loin quand même. Mais en fait, non, c'est pas. T'es français. Il n'y a pas de statut d'exception par rapport au reste du territoire français, puisque, bon, si on considère que c'est le territoire français, c'est exactement le même statut que le reste du territoire français. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Mayotte, en fait, c'est comme un... C'est comme un département. C'est un département. Le Donc s'il veut venir en métropole, c'est exactement... Il a la carte d'identité française, oui. Il se balade comme il veut sur tout le territoire français. Si. Il n'y a pas de statut. C'est ça, à condition qu'il ait... Ouais, voilà. C'est un département à condition qu'il ait les papiers, déjà. Hein, et à Mayotte, actuellement, le droit du sol a été remis en question. Hein. En fait, la loi française a beaucoup d'alinéas là-bas. C'est un département, mais le RSA, il a 200 et quelques euros. C'est un département, mais pour le chômage, c'est pareil. Enfin, c'est pas du tout les mêmes calculs en termes de prestations sociales. Tu payes beaucoup moins d'impôts aussi là-bas. Donc c'est un département avec tellement d'alinéas que c'est à se demander si c'est un département, quoi. Mais c'est vrai que le droit du sol, là, c'est assez récent aussi. C'est qu'avant, si tu étais comorien et que tu naissais à Mayotte, tu étais français. Et maintenant, il faut prouver que tes deux parents sont français. Étaient nés à Mayotte, enfin, tu vois. Et ça, c'est dénoncé par la CIMAD, notamment beaucoup. Donc voilà. Parce que c'est très compliqué, en fait. Parce qu'en fait, c'est la même culture. Hein. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes pratiques. Enfin, il y a un drapeau des Comores et c'était un pays, quoi. Donc c'est quand même assez fou. Donc ça, c'est... par rapport à cet accord en 2019, c'est donc l'État français qui dit à Azali, au dictateur comorien, en gros, on va vous verser 150 millions d'euros. En échange, vous limitez un petit peu l'afflux, vous gérez un peu l'immigration, quoi. Les clandestins qui viennent à Mayotte, et puis vous récupérez ceux qu'on envoie. Ceux qu'on vous renvoie, vous les reprenez. Donc, insidieusement, vous reconnaissez que Mayotte n'est pas comorienne. Parce que c'est là que ça se joue, et c'est pour ça qu'au tout début de l'opération Montbouchou, il y a des bateaux d'expulsés qui ont été de Mayotte, des Comoriens attrapés à Mayotte par la PAF qui sont renvoyés aux Comores, et les Comores ont renvoyé le bateau en disant mais ils sont chez eux à Mayotte. En fait, c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est que vraiment pour l'Union des Comores, Mayotte est comorienne. Donc tout ce qui est renvoyé, les sans-papiers, ça n'existe pas. C'est quand même... Et donc cet accord de 2019, il a été dénoncé par une grande partie des politiques comoriens en disant que c'était oublié que Mayotte était comorienne, etc. Mais c'était quand même 150 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est assez récent, quoi. Et ça, c'était quand même une info très importante. Plus, pour finir, pourquoi tant d'intérêt à garder cet endroit? Enfin, j'imagine, on en avait un petit peu parlé. Il y a la situation stratégique d'avoir tout cet espace maritime, hein, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de gaz au Mozambique. Actuellement, Total avait commencé un chantier pour exploiter les hydrocarbures au Mozambique. Ça s'est arrêté à cause c'était les Shabab. Voilà. Il y a eu beaucoup de violence. Et Mayotte était un port logistique dans cette opération. Et pareil, j'avais pris... En fait, Mayotte... Tu peux expliquer El Shabab? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ouais, en fait... Donc il y a eu la découverte des hydrocarbures dans le canal du Mozambique, c'est en face de Mayotte, donc ce canal qui sépare. Mais donc le Mozambique a voulu garder la main dessus, évidemment. Donc Total, Elf et tous ces groupes-là ont commencé à construire des stations au Mozambique, pour le Mozambique, qui ont été attaquées en 2021 ou 2020 par un groupe d'islamistes venant de la région plutôt du Soudan, et voilà, du nord de la côte est. Et donc, il y a eu un arrêt total des opérations. Et donc, pendant un temps, parce que ça a été un énorme chantier mis en place avec les profits qu'on peut imaginer, Total a pensé à Mayotte comme base arrière, arrêtée au Mozambique, et comme base arrière.
Je sais pas si t'en parles ou je continue. Bah, on va laisser un monsieur qui s'appelle Michel Brulivet, un gros PDG, proche de tout ça, qui explique justement en quoi Mayotte c'est vraiment une super solution pour tout ça. Donc, parce que Mayotte, c'est un département français et une région ultra... Alors, pour quelle raison je crois que Mayotte est la solution possible et souhaitable pour Total et pour Mayotte, évidemment. Donc, dans ce projet d'être une base logistique. Je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est un département français, une région ultra-périphérique d'Europe, assurant un cadre légal connu, un état de droit, une langue française et un mode opératoire quasi identique à la métropole, quel que soit le sujet. Des entreprises françaises de premier ordre y sont présentes, les assureurs seront rassurés. Mayotte dispose d'un aéroport international et de connexions aériennes régulières et sécurisées vers la France métropolitaine. Voilà. Et il y a aussi, avec le port, une capacité de fret intéressante. Mayotte dispose d'un port en eau profonde, relié par des compagnies maritimes de premier rang. Elle dispose de facilités logistiques d'une administration des douanes, de la police aux frontières, etc. Non corrompue et efficace dans le traitement des dossiers. Enfin bref. 2 raisons encore. Elle dispose d'un hôpital régional de référence et la possibilité de soigner les gens qui vont travailler sur le chantier. Et enfin, l'hébergement et l'école française pour les familles qui travailleront sur tout ça. En résumé, Mayotte est la solution pour développer ce projet avec Total. Seulement, on a une connexion, quelqu'un qu'on connaît, Dimitri, qui a travaillé, qui travaille dans ces chantiers-là. Et apparemment, au Mozambique, ils ont dit qu'ils allaient se débrouiller sans la France, donc sans Mayotte, et qu'ils allaient gérer leurs ressources tout seuls, eux-mêmes. Donc le projet a été suspendu et apparemment Mayotte ne sera pas, malheureusement pour ce monsieur, une base logistique pour l'exploitation. Après, voilà, ça c'était un point pour comprendre. Après, moi je peux parler de ces choses-là. Faut vraiment rappeler, je pense que c'est des choses que j'ai... C'est comme un puzzle que je complète, mais discuter avec des personnes mahoraises plus âgées serait très intéressant de savoir pour quelles raisons vraiment pour eux ça fait sens aussi. Enfin aujourd'hui ça serait insultant pour les Mahorais de dire bah oui on est juste instrumentalisé, bien sûr que non, il y a une vraie démarche de leur part, une vraie identité mahoraise voilà, en tant que département français. Ça c'était les petits points. Est-ce que vous êtes d'accord pour regarder une vidéo du dessous des cartes qui dure 2 minutes 30? Puis après, on passe à l'aspect plutôt personnel. Mais vous le saviez, vous, que c'était pas reconnu par l'ONU? Oui. En fait, ça commence à savoir. Ça a circulé sur Twitter pendant un bout de temps. Ça a beaucoup circulé. Super. Justement, au moment de la mise en place de avec Ondouchou. Ouais. Où ça expliquait justement les 4 îles. Ouais. L'indépendance, le fait que ce soit pas reconnu par l'ONU, ça a beaucoup tourné. Moi je mets ça et puis après Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui nous partons pour le 101e département français. Voici Mayotte dans l'océan Indien, à 8000 km de Paris, 400 de Madagascar, 500 du Mozambique. Mayotte, dans l'actualité ces derniers jours, après une opération déclenchée par le ministère de l'Intérieur français, objectif, détruire une partie des bidonvilles de l'île avec la promesse de reloger les habitants en situation régulière, mais de renvoyer dans leur pays d'origine les sans-papiers, venus majoritairement des Comores. Alors quand on parle des Comores, il faut savoir distinguer l'État des Comores, composé de 3 îles, Grande Comore, Anjouan, Mohéli, et Mayotte, la 4e île de l'archipel des Comores, et qui, elle, est française. Une situation géographique et politique singulière, source de déséquilibre. Voyons pourquoi. 1886, l'ensemble de l'archipel des Comores passe sous protectorat français avant de devenir une colonie. 1946, fin de la colonisation, les Comores sont transformées en territoire d'outre-mer. Dans les années qui suivent, l'autonomie de l'archipel continue de s'étendre. 1974, un référendum d'autodétermination est organisé.
95% de la population totale des Comores vote pour l'indépendance, mais à Mayotte, une majorité d'électeurs choisit de demeurer dans le giron français. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte qui devient une collectivité territoriale française. Une scission de l'archipel condamnée par les Nations Unies et par le gouvernement comorien qui continue de revendiquer son autorité sur Mayotte. Devenu département d'outre-mer en 2011, Mayotte c'est le territoire le plus pauvre de France. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec un PIB par habitant inférieur à 10 000 € contre plus de 30 000 pour la moyenne nationale. Mais la situation est encore plus grave à seulement 70 km dans l'État des Comores, l'un des pays les plus pauvres au monde où le PIB par habitant dépasse à peine 1 500 €. Résultat, vu de l'État des Comores, l'île française de Mayotte est une promesse de vie meilleure, où l'offre de soins notamment est bien supérieure. On note d'ailleurs également ces derniers mois des arrivées en provenance d'Afrique de l'Est et du Yémen. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Voilà. Oui, parce que on parle souvent des Comoriens, mais il y a aussi une forte affluence d'Africains, du Rwanda, beaucoup de Burundais qui cherchent l'asile, le statut de réfugié là-bas. C'est la promesse de partir après ailleurs. Des questions pour finir ce point très rapide qu'on pourrait approfondir plus tard après sur ces choses-là, ça va? Les gens des Comores, en fait, ils en pensent quoi de tout ça, globalement Ouais. Ouais, ils ont quel point de vue là-dessus de Mayotte déjà, et puis du reste de l'archipel. Enfin, après, il n'y a pas... Les gens, c'est pas uniforme, je suppose. Oui. Les Mahorais sont... Il y a les Mahorais et les Comoriens, en fait. Les Mahorais sont français. Et ils votent pour rester français, et pour la France, français pour tous ces partis politiques plutôt d'extrême droite ou de droite. Les Mahorais sont... j'allais finir un peu avec ça, mais on peut commencer par la fin, c'est même aucun problème. Mais c'est... comme je disais tout à l'heure, il y a quand même du racisme, pas chez tout le monde, mais c'est des communautés les points de vue sont très différents. Et surtout, le point de vue qui est... ceux qui s'expriment à Mayotte sont, comme partout, les personnes qui ne sont pas en situation régulière, elles ne prennent pas la parole publiquement. Donc en fait, si tu veux, moi, les personnes, même comoriens... Bon, après, il y a les élèves avec qui je peux échanger. D'ailleurs, on va pouvoir demander directement à quelqu'un. Parce que, en gros... la vidéo le dit bien, forcément, il y a un gros décalage entre le niveau de vie et les possibilités pour des jeunes aux Comores, ou même pour des gens qui ont des soucis de santé, etc. Donc ils viennent à Mayotte, mais ils ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont pas les bienvenus du tout. Globalement, l'opération Mbouchou est soutenue par les Mahorais. Ouais. Elle est plutôt même... vachement soutenue. Elle est plutôt, même si jamais elle est pas bien, si jamais ça suffit pas, nous on s'en occupe des Comoriens. Genre ils veulent préserver. Et c'est des choses qu'on entend à la radio, quoi. Ouais. Mais si tu veux, je continue un peu. Je fais un peu speed, vous avez remarqué, c'est parce que j'aime bien que ça dure pas trop longtemps. Quand je parle toute seule. Mais après, voilà, comme ça on parle. C'est vraiment, je dis, une espèce de point important. Il s'endort déjà, faut que je continue. C'est l'expérience d'avoir été prof à Mayotte. Tu sais, quand tu es en prof à Mayotte 1 an, t'apprends. En fait, qui dort et qui dort. Non, mais le seul objectif, c'est que les élèves dorment pas. À l'école, t'es toujours à gauche, à côté du radiateur. Oui, voilà. On écoute vachement bien, les yeux fermés. Il y a aussi ceux qui font semblant d'écouter et qui n'écoutent pas. Hein. Ouais. Ils dorment les yeux. C'est ça. Radiateur fenêtre. C'est plutôt clim par contre. Non, mais c'est vrai que le premier truc qu'on me disait, c'est l'objectif, c'est que les élèves s'endorment pas parce qu'ils se réveillent à 3h du matin, ils font des trajets fous, et puis ils arrivent souvent le ventre vide et ils vont manger à midi parce qu'il y a la cantine et ils sont épuisés en fait. Et donc il faut faire vraiment de l'animation. D'ailleurs, je me suis pas présentée, j'y ai pensé. Oui. J'ai dit que voilà, je vais me présenter et puis on continue. Du coup, moi je suis Anne-Laure.
Et je me suis formée plutôt dans le métier du théâtre. Dans le jeu, la mise en scène. Et puis arrive le Covid. Et en fait, avec ce jeune homme, nous nous retrouvons confinés dans le 18e arrondissement à Paris. Et puis là, je lui dis, tiens, pourquoi pas aller rejoindre ma sœur là-bas, à Mayotte. Enfin, je vous raconterai après. Et donc, j'ai été à Mayotte. Et pendant l'année Covid, on est devenu enseignant. Moi, j'étais enseignante de lettres et de théâtre. Et depuis le Covid, voilà, je pratique aussi une forme de pédagogie avec le théâtre. Mais voilà, je fais du théâtre et plutôt quoi. Mais j'ai été prof de lettres à Mayotte un an. En fait, j'ai fait 4 séjours. J'en ai fait un en 2016 pour voir mes 2 sœurs qui habitaient là-bas. Et puis j'y suis retournée en 2020 parce que c'était un peu... En fait, la première fois que j'y suis allée, je me suis dit jamais je viendrai ici vivre. J'avais 27 ans et je me disais mais c'est quoi cet endroit, je ne viendrai jamais ici. Mais en faisant du théâtre et dans des temps très instables comme avec le Covid, et je savais très bien qu'avec mon niveau d'études, je pouvais postuler et devenir enseignante. Et donc pendant le Covid, ayant de la famille là-bas, on y est retourné. Mais je savais que ça allait être une expérience un peu difficile parce que j'avais déjà capté assez rapidement cette tension. C'est pas comme aller dans un pays, une ancienne colonie française, c'est très différent. Paul, on parlera tout à l'heure, Paul il dit le mot colonie, moi je ne le dis pas. Mais c'est vrai que c'est très bizarre d'être là-bas, de se dire je suis en France. Enfin, et puis du coup on y est retourné un an. Et là récemment j'y suis retournée 2 fois, mais seulement pour faire du théâtre avec des élèves. Le quotidien là-bas, en fait, il est entouré de barbelés, les maisons de Mzungu, les blancs. Alors moi je dis blanc. On pourra me dire que c'est pas forcément adapté, mais je trouve qu'on dit aussi noir. Et que en fait, nous les blancs, ça fait appeler les Mzungu et c'est beaucoup plus nébuleux, ça veut dire étranger en swahili, mais en fait c'est un nom. Enfin, voilà, pour moi, il y a quand même une vraie séparation entre les modes de vie blancs et les lieux fréquentés par les blancs et les lieux fréquentés par les noirs. Mais c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu brut. Et donc les blancs là-bas n'aimaient pas que je dise c'est un endroit de blanc. Mais en fait, quand tu regardes autour de toi, bah, on était entre blancs. Après, moi, je le dis de façon comme ça, hein, c'est juste... Voilà. Mais donc, les Mzungu, ça désigne la communauté plutôt qui vient de la métropole, hein, et qui travaille dans soit le médical, soit les forces armées, soit l'enseignement, voilà, principalement. Et qui ont des salaires majorés de 40% par rapport... quand tu es enseignant là-bas, tu gagnes 40% plus qu'un enseignant ici, tu payes 40% de moins d'impôts. Et puis si tu es titulaire, tu as des primes aussi, d'arrivée, genre 10 000 € pendant 4 ans. Et bon, tout ça est de plus en plus revu à la baisse, mais il y a des avantages, quoi, qui font que même si la vie est très chère et que il faut payer des billets d'avion pour aller voir tes parents à Noël et manger un peu de dinde quand même, parce que ça te manque, et repartir, et bah quand même financièrement la balance elle est quand même plutôt au bénéfice des Mzungu. Toujours. Et donc ça fait qu'on habite, dans des endroits qui sont quand même qui sont des résidences, quoi, des logements plutôt normaux, avec voilà, des barbelés et pour certains des systèmes de sécurité, des gardiens. Et quand il fait nuit à 18 h, et bah, tu bouges pas, quoi, tu sors pas de chez toi. Il y a même beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup de bouchons aussi parce que tu bouges en voiture, tu marches peu. Donc en fait, il y a une route qui fait le tour de l'île, il y a un feu rouge sur l'île, à Mamoudzou, qui est le chef-lieu. J'aime bien dire ça parce que là, tu vois, quoi. Et il y a des bouchons, c'est incroyable. Faut juste préciser que ça fait du nord au sud, ça fait moins de 70 km. Hein, ouais. Tu fais le tour en 2 heures s'il n'y a pas de bouchon. Tu roules un peu vite. C'est une île volcanique, enfin, ou avec du relief, un peu comme à La Réunion. Ouais, mais il y a beaucoup moins qu'à La Réunion. Mais beaucoup moins qu'à La Réunion. En fait, c'est tellement petit qu'il y a des plages et une montagne. Et puis en fait, t'as le mont Chungi, t'as 2 monts, Benara et Chungi, comme ça, mais tout l'espace
un peu la Malavoune, quoi, la brousse au milieu, c'est pas des endroits de vie, nous on n'y va pas, quoi. Nous on est vraiment sur... les villes, elles sont tout le long sur la côte. Et puis il y a une route centrale. En fait, il y a une route qui fait le tour et puis une route centrale, si je caricature. Mais c'est vrai qu'il y a tout le centre de l'île, c'est pas c'est pas un endroit où on va. Et donc le quotidien là-bas, c'est aussi des randonnées balisées par la gendarmerie. C'est des sorties nécessairement en groupe. C'est aller à la plage le matin et sur cette plage magnifique, partir à 15h et puis dès que tu vois des jeunes avec les chiens et tout, tu sais qu'il faut pas trop traîner. C'est quand même beaucoup de calculs. C'est pas serein.